Je tiens d'abord à remercier le CERT et M. Fethi Benslama pour m'inviter à présider cette table qui va être fort intéressante, avec beaucoup de cliniques. Donc les familles peuvent être une aide pour limiter l'épidémie de haine, je dirais. Mais ces familles traversent une épreuve, car elles sont confrontées à l'engagement, l'embrigadement d'un ou de plusieurs de leurs enfants dans la cause djihadiste. Et cette épreuve confine à l'isolement, c'est-à-dire un au-delà de la solitude dans sa dimension ontologique ou symptomatique. L'expérience de l'isolement est peut-être aussi ce qui accompagne les candidats au voyage au bout de la solitude, celui du candidat au djihad vers un Orient fantasmé et romantique, au candidat terroriste, à celui qui va se faire sauter au milieu du plus grand nombre, qui n'a plus le respect de l'humain et de l'ennemi, éthique qui pourtant préoccupait les combattants jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'écart ne serait-il pas lié peut-être à l'escalade de déshumanisation qui avance dans nos sociétés et qui va de pair aussi avec des processus de solitude croissante? La sursaturation actuelle prosaïque du quantitatif, du chiffre, au détriment de la vérité de l'être, étouffe toute possibilité d'espace poétique, de création, et ne laissant pour certains jeunes que la voie d'expression possible qu'à la décharge pulsionnelle. Ces familles vont donc être confrontées au pire dans leur rapport avec leur enfant, dans leur rapport avec l'institution et quelquefois dans leur rapport avec la loi. Il est important de rappeler que la période de l'adolescence est une période de remaniement identitaire et les conflits psychiques précoces vont être réactivés, repris de manière élaboratrice, ce qui permettra l'intégration des mouvements internes. Le choix d'objet de la période pubertaire doit renoncer aux objets infantiles et prendre un nouveau départ en tant que courant sensuel, rappelle Freud dans les 3 essais. Et dans ce travail de séparation, la puberté confronte à nouveau l'adolescent à l'épreuve de la survie de ses parents et de ses objets identificatoires face à la violence de sa pulsionalité érotique et agressive. C'est une épreuve intersubjective fondamentale, dont le dépassement va permettre l'inscription dans le symbolique, l'inscription dans l'ère culturel. Et c'est une période aussi au décours de laquelle les fantasmes haineux et destructeurs du début de la vie envers les premiers objets sont réactivés. Mais l'objet envié, haï, doit pouvoir tenir debout face aux attaques destructrices, comme dans les premiers temps psychiques décrits par Mélanie Klein, dont je trouve le travail de pensée intéressant pour penser ces questions, et notamment dans ce qu'elle appelait la position schizoparanoïde, justement cette phase de chaos psychique. C'est important pour que l'adolescent ne soit pas détruit, ni que cela se retourne en représailles contre lui, ce qui constitue les plus anciennes situations de danger. Et l'épreuve de la survie à sa propre destructivité est tout aussi capitale à l'adolescence qu'au début de la vie. À défaut, le moi ne pourra pas utiliser l'objet et restera seul face à des angoisses insurmontables. Le sujet reste sous l'emprise d'un vécu de menace imminente alors que la catastrophe a déjà eu lieu, rappelait Winnicott. Et à défaut d'investissement d'objets suffisamment stables et fiables, l'agir autodestructeur va dominer dans une logique d'auto-engendrement et de défense massive. La violence extrême agit est toujours en lien avec de telles angoisses agonistiques et un désespoir existentiel non représentable. Une forclusion de l'espoir dont parle René Roussillon. Donc, cette question de la survie psychique peut organiser tout un système de défense qui peut être intéressant pour les prises en charge, intéressant aussi pour aider dans le soutien des familles, je pense. Ces mécanismes qui vont être le clivage, le déni, la toute-puissance, mécanismes que Mélanie Klein nommait de type maniaque. Dans certaines familles, la haine primaire domine comme modalité de jouissance. Nous avons, je viens de Toulouse, le cas du jeune Mera, il en a été un exemple, sadisé et chosifié par son frère et sa mère. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, certaines familles sont dysfonctionnelles. Certains pères défaillants ont baissé les bras devant l'éducation de leurs fils, les laissant dans un vide identificatoire qui peut les pousser vers d'autres modèles extrêmes, idéalisés. Donc l'offre radicale a saisi toutes ces failles et toutes ces impasses de cette traversée de l'adolescence, cette période avide d'idéaux, pour pouvoir s'appartenir en se réinventant dans un remaniement de l'identité.
Un certain nombre, je travaille aussi au centre de prévention de Bordeaux, du Capri. Voilà, et nous avons eu quelques statistiques. Un certain nombre de jeunes présentent des troubles borderline. Au moins un tiers vont présenter des conduites et des discours psychotiques aussi. Donc cette offre radicale touche particulièrement ceux dont le passage, vous l'avez compris, adolescent est difficile par suite de défaillances personnelles, familiales ou environnementales. Et il me semble que la question de l'environnement est une question à approfondir, peut-être dans les recherches aussi psychanalytiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur ces questions. Les problèmes de l'adolescence sont liés donc au moment de résurgence de la position dépressive décrite par Mélanie Klein, dans ce moment de deuil de l'enfance à effectuer et dans un remaniement des identifications sur un mode de chaos qui peut durer plusieurs années après la puberté, dans une articulation des ambivalences amour-haine et dépendance-indépendance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'élaboration de cette position dépressive qui va permettre l'élaboration des fantasmes, l'atténuation du sadisme allant de pair avec l'intégration de la bisexualité. C'est aussi dans ce temps-là que se construit la capacité à symboliser, dont parlait la dernière discutante, là j'ai trouvé intéressant tout à l'heure, la capacité à symboliser et la formation de symboles va être parallèle à la diminution de l'agressivité. Mélanie Klein soutenait l'importance cruciale de l'élaboration et de la transformation de ces fantasmes pour l'équilibre et l'enrichissement de la personnalité. Donc, sur des égos fragilisés au moment de cette période, le discours d'embrigadement peut être une proposition, celle de devenir des héros de l'islam sunnite. Je cite un tout petit extrait du livre des revenants d'un jeune homme qui s'appelle Yassine. C'est un ensemble de choses qui attirent les gens, avance Yassine. Pour moi, c'est le fait d'avoir une situation, de devenir quelqu'un et même plus. Vous savez, vous avez une voiture, vous avez tout. Mais c'est participer aussi à quelque chose d'énorme. Donc Yassine ressent un sentiment de toute puissance, sentiment exprimé aussi par les tueurs du Bataclan lorsqu'ils tiraient sur des jeunes de leur âge en riant aux éclats. Donc, la question de la toute-puissance infantile est, à mon avis, un point d'accroche. Je pense qu'il peut se fixer aussi dans la réalisation agie des fantasmes archaïques. Voilà. Le point d'accroche va être aussi dans la question de l'identification, du déni, de la haine de soi, et au niveau psychanalytique du fantasme parricide, et de la question du désir de reconnaissance. Je vais aller vite pour passer là. Il y a quelques signifiants qui sont avancés. La question du signifiant du frère, avancé dans le discours de propagande, c'est-à-dire comme nouvelle offre identificatoire. Et dans notre époque peut-être marquée par une certaine faillite des pères, cette dimension donc surgit comme support. Voilà. Le frère peut être donc modèle d'identification. Et à Bordeaux, on travaille avec nos collègues qui vont dans les prisons sur la possibilité de développer un contre-discours. Mais la question de contre-discours est certainement importante, mais ne sera pas, à mon avis, suffisant. Je pense qu'il nous faut aussi penser de nouveaux modèles et de nouveaux idéaux pour notre jeunesse en mal d'horizon. Je disais justement au déjeuner que la question de l'offre au voyage est un outil qu'ont utilisé pas mal d'idéologies, celle aussi de la révolution culturelle en Chine où je travaille aussi. Voilà. Donc, certains points pourraient nous aider à travailler sur ces questions et pourraient nous aider dans le soutien des familles. Voilà. Un dernier petit mot sur la question du déni aussi, qui est un mécanisme de défense important, qui consiste en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Voilà. Monsieur Guéraud, ce matin, parlait de la difficulté à voir le réel qui nous aveugle. Je me demandais si la question du déni n'en était pas un des ressorts. Voilà.